à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes les courageux, hein, les premiers là. Hein. La salle va se remplir dans la journée. Merci d'avoir répondu au rendez-vous et à l'invitation du LH Forum. 7e Le Havre Forum, qui change de nom cette année. Vous savez qu'il devient le Forum des villes et des territoires. Voyons cela tout de suite en images. Alors c'est vrai, on a des vraies raisons de s'inquiéter. Chaque année, il y a plus de 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans la moindre qualification. La positivité, c'est pas être optimiste, béat. On va penser que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. C'est penser que c'est possible à condition d'y travailler. Tomorrow is today, and everything we do today will decide whether we put door for extinction or we sow the seeds of well-being and happiness for all. C'est un vrai forum qui brasse des idées neuves, des idées du futur. Il y a un public de jeunes qui ont de l'appétit pour un avenir meilleur. Alors, il va se passer des choses ici, dans le grand amphithéâtre, toute la journée, et puis à l'extérieur également, au petit amphithéâtre. Une journée d'interaction, une journée de débat, d'échange, de construction, d'espoir. C'est possible, hein, l'espoir. C'est ce qui nous a fait un jour sortir du marais, parce que sinon, on serait encore tous des amis, et puis beaucoup d'entre nous ne serions pas là. L'espoir d'un monde plus partageur, plus équitable, d'un monde plus supportable pour un plus grand nombre d'entre nous. On en parle tout de suite pour ouvrir ce forum avec Luc Lemonnier, maire du Havre, et Jacques Attali, président de Positive Planète. Merci de les accueillir. Alors on va s'installer, je vais installer Jacques ici, monsieur Lemonnier ici. Je me permets de m'installer entre vous deux. On va commencer avec vous, monsieur le maire. Merci de nous accueillir. Une fois de plus, septième année pour le Havre Forum. Vous, c'est votre combienième forum? C'est le 7e en tant que spectateur et c'est le 2e en tant que maire. Oui, parce qu'il y a eu un petit changement l'année dernière. Il y a eu un peu de changement, oui. L'ancien est allé jouer sur un territoire positif un peu plus grand. Un peu plus grand, ce qui ne vous empêche pas de poursuivre l'action. C'est un rendez-vous pour les Havrais et pour la région? C'est un rendez-vous pour tous ceux qui ont envie de regarder les choses autrement. C'est un rendez-vous qui a lieu au Havre, donc qui concerne naturellement les Havrais, mais c'est un lieu de rencontre de ces territoires. Et c'est justement la volonté qu'on avait pour cette édition, c'était se faire rencontrer des territoires qui sont confrontés aux mêmes problématiques que le territoire havrais, et de partager toutes ces expériences, et puis de partager sans doute ce réflexe de la positivité. Comment on intègre dans les politiques publiques ce réflexe de la positivité. Alors justement, comment définiriez-vous la positivité? Je ne sais pas s'il y a une seule définition. En tout cas, la préoccupation, c'est de remettre l'humain au milieu de l'ensemble de nos pratiques et de nos politiques publiques, pour ne prendre que les pratiques et les politiques publiques. C'est une fin en soi, et en même temps, c'est quelque chose qu'on pose au milieu
et on se dit, mais est-ce que dans cette politique publique, est-ce que dans cette action, et après, lorsqu'on prend l'ensemble du public, il y a ce matin notamment des professionnels, est-ce que dans ma pratique du quotidien, est-ce que dans mes attitudes de quotidien, j'ai bien mis l'humain au milieu, est-ce que j'ai bien pensé à la durabilité en fait, de l'action que je suis en train de mettre en place? Jacques, on met l'humain au milieu, c'est le dénominateur commun de toute la pensée positive, mais c'est l'humain et même au-delà le vivant. Moi, je le définirais comme est positif tout ce qui travaille dans l'intérêt de l'avenir, des générations suivantes. Qu'il s'agisse des générations suivantes d'êtres humains, mais évidemment des générations suivantes de la nature. Donc tout ce qui est utile aux générations suivantes, c'est positif. Et c'est un très bon critère qu'on a aussi les uns et les autres quand on a des enfants. Est-ce que ce qu'on fait nous est utile à nos enfants ou pas? Ce qui nous amène parfois, quand on est des parents raisonnables, à faire des sacrifices pour nos enfants. Eh bien, il faut considérer que nous sommes tous, d'une certaine façon, les parents des générations futures. Et à propos de générations futures, hier c'était la journée des lycéens. Je sais que c'est très important pour vous de commencer toujours le forum. Oui, c'est très important parce que, et on va parler du fait que le forum a changé de nature ici cette année. C'est très important parce que c'est eux qui seront, c'est pour eux qu'on travaille et c'est eux qui travailleront pour nous, puisque c'est eux qui paieront les retraites des gens qui sont aujourd'hui au travail. Et puis en même temps, ça donne une dimension assez vertigineuse parce que ceux qui ont assisté au forum hier seront encore actifs en 2070. Et nous aussi, non? Oui. Et ceux d'entre eux qui, bien sûr, pour vous, Audrey, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui seront professeurs ou enseignants, leurs élèves seront encore actifs en 2130. Autrement dit, ce qu'ils auront entendu hier peut avoir encore un impact en 2130. Donc ça donne une idée de l'importance de ce qu'on fait. Mais c'est justement toute la difficulté. Vous parliez à l'instant, Luc Lemonnier, de politique publique. Première difficulté, rendre ces politiques publiques, ces politiques publiques cohérentes entre elles, les rendre cohérentes à l'échelle nationale, et puis avoir comme boussole la question du long terme. Est-ce qu'on y parvient quand on est un homme ou une femme politique qui est quand même soumis à pas seulement la dictature du temps médiatique, mais celle du renouvellement de mandat? On est tous contraints à cette gestion du temps, en fait. C'est pas propre d'ailleurs à la politique. Il y a des chefs d'entreprise ici, ils savent bien qu'ils sont à la fois contraints de définir une stratégie et en même temps de gérer les à-coups du court terme. Les à-coups du court terme, quand on est un chef d'entreprise, c'est parfois comment on gère son conseil de surveillance, son conseil d'administration, et pour son un homme, ou son assemblée générale des actionnaires, un homme politique, effectivement, il y a ces contraintes des élections. Mais je crois qu'on c'est aussi s'inscrire dans la durée. Nos électeurs, nos habitants, les usagers de la ville, ils attendent aussi qu'on se projette pour eux et avec eux dans le futur, en fait. Donc, bien sûr, il y a des échéances. En même temps, on n'envisage jamais la gestion. Je parle d'une ville, c'est ce que je connais le mieux. On n'envisage jamais la gestion d'une ville à 2 ans, à 3 ans. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est cette projection que les gens attendent. C'est peut-être aussi comme ça qu'on gagne des élections, c'est en se projetant dans l'avenir. Et puis après, oui. Après, il y a effectivement toujours 3 mois de campagne. Bon, pendant ces 3 mois, on fait un sprint en montrant ce qui est immédiatement opérationnel. Mais tout ça, ça doit s'inscrire dans une stratégie. Ça se voit vite. Voilà, non, mais ça se voit vite, le court-termisme. Ça se voit très vite. Mais vous parlez en tant que maire. Maire, c'est un élu de proximité. Est-ce que ce souci, cette préoccupation de systématiquement inscrire ces décisions dans le long terme, il demeure quand on passe à un échelon peut-être plus éloigné du citoyen, plus éloigné du terrain. Je pense évidemment à l'échelon de député, même si un député est censé être dans sa circonscription proche de ses électeurs, il n'empêche qu'il se... Voilà, est-ce qu'il y a une espèce de prisme quand il arrive à Paris et il oublie un petit peu son territoire?
Est-ce qu'on pense toujours au territoire quand on s'éloigne du territoire? En fait, c'est plutôt ça votre question. Non, mais c'est notre job peut-être de le rappeler aussi. C'est peut-être le travail des élus locaux, des élus de proximité, lorsqu'ils rencontrent des élus nationaux, que ce soit des députés, que ce soit des ministres, que ce soit même un Premier ministre. Je ne fais pas la leçon au Premier ministre, c'est pas mon intention. C'est juste d'alerter, d'avertir, de dire qu'il se passe des choses qui sont peut-être un petit peu différentes. Et en même temps, en fait, c'est l'échange qui est intéressant. Le prisme national n'est pas le même que le prisme local, et comme le prisme court terme n'est pas le même que le prisme long terme. Donc ce qu'il faut, et ça sert à ça ce genre de forum, c'est d'échanger et de se dire quelles sont les contraintes de chacun, et en même temps sans perdre l'objectif qu'on a aujourd'hui et qu'on doit, parce qu'en fait nous ne sommes que les héritiers de choses qui se sont passées. Oui, nous sommes responsables de ce que nous voilà, laissons. Il y a de très belles choses. Je veux dire, moi, je ne balaye pas le passé d'un revers de manche. Quelque part, même les erreurs font partie de cette expérience. Sauf que nous sommes les héritiers, donc nous sommes juste porteurs de quelque chose que nous allons porter quelques années, pour certains les plus ambitieux, quelques dizaines d'années, et puis que nous allons transmettre. Moi, cette ville, je l'ai en héritage de maires précédents qui ont œuvré. Voilà, j'essaye de la porter. Et puis d'imprimer quelque chose aussi d'un peu différent. Voilà. Donc à chacun son héritage et à chacun sa responsabilité. Jacques, comment on fait pour concilier cette contrainte du court terme avec la responsabilité à prendre sur le long terme pour les générations futures? Je pense qu'il faut le faire en ayant une conscience très aiguë des menaces. Ce qui ne veut pas dire du tout être pessimiste, au contraire, mais une conscience très aiguë des menaces. Et les menaces poussent à une extraordinaire impatience dans l'action et un entêtement dans la durée de l'action. Les menaces, elles sont globales, elles sont évidemment écologiques. Audrey, tu les connais mieux que personne. Elles sont immenses, elles sont planétaires et extraordinairement urgentes. On a vraiment le sentiment qu'on pourrait assister qu'on assiste au début de la 6e extinction de masse avec l'humanité menacée. C'est les urgences, les extrêmes dangers qui sont liés à toutes les formes de crise qui sont autour de nous, qui sont là, qui rôdent autour de nous, qui peuvent nous tomber dessus à chaque seconde et qui nous tomberont dessus d'une façon ou d'une autre, d'autant plus violemment qu'on n'y aura pas pris garde. Et puis c'est prendre conscience que ces menaces sont aussi de fantastiques opportunités. Si on sait les saisir. C'est-à-dire que les problèmes de l'environnement, eh bien, c'est une formidable potentialité d'inciter à faire autrement, consommer moins d'énergie, développer plus de relations entre les gens, développer de nouvelles technologies qu'on n'aurait pas développées si tous les grands progrès humains dans l'histoire ont été faits au bord de la catastrophe. Et soit au bord de la catastrophe, on cède et on s'effondre, soit au bord de la catastrophe, on réagit et on franchit une étape. Si je peux prendre un exemple portuaire, au XVIIe siècle, fin XVIIe siècle, les Hollandais n'avaient plus de terres agricoles, les Français en avaient, les Français ont continué à développer l'agriculture et la France a décliné. Les Hollandais, constatant qu'ils n'avaient plus de terres agricoles, ont décidé de cultiver non plus du blé mais des colorants et sont devenus la première puissance mondiale. Donc la prise de conscience d'une menace est une formidable potentialité. Et aujourd'hui, on en est là. Soit on va s'effondrer soit dans l'aveuglement, soit dans la résignation, soit au contraire, on va prendre conscience de ce que ces dangers sont des formidables potentialités. Mais justement, vous parcourez la planète, vous allez à la rencontre de 1000 opportunités, de 1000 situations. J'ai presque envie de dire, vous avez tout vu, et évidemment, on n'a jamais tout vu. Est-ce que quand vous revenez sur le continent européen, quand vous revenez dans les pays de l'ancien monde, finalement, vous n'êtes pas un peu impatient, voire parfois découragé de constater le manque de prise de conscience de l'urgence des enjeux et de leur potentiel? Il y a partout un manque de conscience. Si vous êtes en Afrique ou en Asie, les urgences de la famine, du développement, de l'emploi sont telles, c'est ce que fait Positive Planet par ailleurs, que l'environnement n'est pas non plus une priorité particulière. Et il y a aussi partout dans le monde le sentiment, vous vivez bien, on veut vivre bien de la même façon que vous, donc ne nous donnez pas de leçons. Le danger ici,
c'est le danger de l'abondance. Nous sommes, avec d'immenses inégalités et d'injustices, nous sommes la partie du monde la plus riche. Et en effet, quand on prend un point de vue de Cyrus global, nous, Européens, nous sommes 510 millions, particulièrement riches, particulièrement enviés. On va partout sur la planète, on rêve de vivre en Europe ou de venir en Europe, mais on est complètement ouvert à quatre vents. Personne ne nous protège, personne ne nous défend, et notre modèle de société, si nous n'y prenons garde, il va décliner. Nous allons être un musée pollué à 50 ans d'ici, si on y prend garde. Alors que si on se rebelle, eh bien, on peut inventer un modèle positif, et l'Europe peut être le laboratoire, une nouvelle fois, comme l'Europe l'a été, le laboratoire de l'économie de marché, de la démocratie, de la social-démocratie, de la justice sociale, de la sécurité sociale, de l'éducation pour tous, de la laïcité. L'Europe est le modèle de tout ça, le creuset de tout ça, le laboratoire où tout ça s'est inventé. Et l'Europe peut être, doit être, parce que ce n'est pas les États-Unis qui vont l'être, ça peut être la Chine qui le soit, mais pas dans le modèle démocratique. Nous pouvons être, nous devons être le modèle d'une économie positive, d'une révolution positive qui fera de nouveau du continent européen l'avant-garde de l'humanité. Alors ce forum, ce LH Forum ou Le Havre Forum, il change de nom cette année pour devenir le Forum des villes et des territoires. Pourquoi ? Ben, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on a constaté véritablement qu'il y avait une spécificité des enjeux des territoires et que les territoires, monsieur Lemonnier l'a dit tout à l'heure, peuvent s'inscrire dans la durée plus facilement ou différemment des autres acteurs politiques. Et donc, dans la mesure où il appartient à chacun d'entre nous, dans notre vie privée, dans notre action de citoyen et dans notre action locale, de faire en sorte que cette révolution positive arrive, nous avons pensé qu'il est utile de créer un lieu qu'on aurait pu mettre ailleurs qu'au Havre, mais qu'on a voulu mettre au Havre tout naturellement parce que c'était là qu'on avait commencé, où tous les acteurs municipaux, départementaux, territoriaux du monde entier peuvent venir échanger leurs expériences sur comment faire, de façon à faire en sorte que ça ne soit pas seulement un lieu théorique sur l'économie positive, un lieu macro-global sur la révolution positive, mais un lieu où des choses très concrètes, très prosaïques, très quotidiennes peuvent s'échanger. Et on rêve de faire que dans les années qui viennent, le Forum du Havre devienne véritablement un lieu de rencontre mondial des entreprises, des ONG, des élus, des collectivités qui viendront échanger leurs meilleures pratiques pour faire que la révolution positive rentre dans la réalité. La deuxième raison, c'est qu'on a créé un autre forum à Paris qui, lui, reprend les thèmes plus globaux qui étaient pris ici expérimentalement depuis 6 ans. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes prêt à voir une ville, Le Havre, qui devienne, et un forum qui devienne le Festival de Cannes de la pensée positive? On n'a pas encore mis de... C'est pas la même météo, mais c'est pas oui, très grave. et puis il ne fait pas toujours beau à Cannes. Au moment du Festival de Cannes, notamment. Exactement, et il ne fait pas toujours gris au Havre. Ceci dit, j'aime beaucoup la grisaille du Havre. Je referme la parenthèse. Exactement. Non, on n'a pas encore mis de moquette rouge ni sur les marges de l'hôtel de ville, ni dans la pente du volcan. Mais on est prêt au Havre, en tout cas, à partager tout ça et à discuter tout ça. Tout à l'heure, on parlait, Jacques Attali évoquait les menaces et les opportunités. On a une formidable opportunité, c'est cette prise de conscience. Je me souviens d'une visite de Monsieur Dumont en 1986 au Havre. J'étais lycéen, avec son célèbre pull rouge, et il avait tenu un discours auquel j'avais assisté, mais je n'avais pas été sensible, en tout cas pas assez sensible pour le porter. Je regrette d'avoir raté ce rendez-vous de 1986. Aujourd'hui, on a cette possibilité de partager un rendez-vous où tout le monde peut être acteur, où tout le monde peut porter et tout le monde peut agir. Donc ne manquez pas le rendez-vous que j'ai manqué il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'agir vite et d'agir de façon coordonnée. On va voir ça tout au long de la journée avec nos invités. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, on parle des territoires, devait être avec nous ce matin. Il n'est pas là physiquement, mais il nous a envoyé un message vidéo qu'on regarde ensemble et je vous demanderai de le commenter ensuite.
Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je vous prie d'excuser mon absence, mais des contraintes de calendrier m'ont empêché d'être physiquement présent parmi vous aujourd'hui. Cette année, le LH Forum devient le rendez-vous international des villes et territoires positifs. Je suis convaincu que l'innovation doit être tournée vers la transformation durable de nos territoires urbains et ruraux. Mais cette transformation doit avoir une finalité sociale et inclusive. Elle doit se faire au service de tous, et c'est l'idée que défend Positive Planète depuis sa création. Je suis également de ceux qui considèrent que le clivage urbain-rural n'est pas pertinent. Dans les quartiers populaires des grandes villes, comme dans les territoires ruraux en difficulté, il y a des femmes et des hommes pleins d'envie, pleins de talent, qui ne demandent qu'à s'émanciper. Le retour des services publics, la transformation numérique, la mobilité, l'accès à un emploi stable, aux activités culturelles et sportives, voilà les enjeux au cœur de la cohésion territoriale et sociale. Aussi, je suis ravi de voir que l'événement d'aujourd'hui rassemble des élus, mais aussi des acteurs engagés dans la transformation et l'aménagement du territoire et qui ont pour but de proposer une transition durable et positive de nos villes et de nos campagnes. Nos territoires sont riches à la fois par leur topographie, mais aussi et surtout par leurs ressources humaines. Il appartient donc à l'État de valoriser leur potentiel en facilitant, en accompagnant les projets de développement. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du programme Action Cœur de Ville en faveur des villes moyennes que nous venons de lancer et dont la mise en place se fait avec une rapidité inédite. Avec ce programme, l'État organise les conditions de la redynamisation des cœurs des villes moyennes, mais laisse aux élus, aux partenaires, aux acteurs locaux le choix du projet, du rythme de mise en place et des moyens. Nos territoires sont des pépinières de talents et d'idées neuves, et le rendez-vous d'aujourd'hui le démontre une fois de plus. C'est en travaillant ensemble, État, élus, acteurs privés et acteurs publics, que nous pourrons offrir à nos concitoyens des villes et des campagnes économiquement dynamiques, mais aussi des lieux de partage et de rencontre. Merci à vous, je vous souhaite plein succès dans vos échanges. Luc Lemonnier, je retiens particulièrement de cette vidéo le fait que Jacques Mézard veut s'appuyer sur l'expertise, sur la vie des villes, des territoires eux-mêmes, avant d'imposer ce qu'il appelle une redynamisation des centres-villes ou des territoires. En fait, Jacques Mézard, il défend un juste équilibre, et puis il part du principe que ceux pour qui il travaille, lorsqu'on est un élu, on est au service d'eux, hein, c'est normal, on peut avoir quelques objectifs et quelques ambitions, mais on est au service d'eux. Ils vivent dans les territoires, ils ont leur expérience des territoires. Ce que ne défend pas Jacques Mézard, et il a raison de porter de cette façon-là, c'est de dire que tout doit venir des territoires. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre ceux qui font, ceux qui portent, et puis ceux qui articulent les politiques. Et moi, je n'oppose jamais les territoires à l'État. Je pense que ou à la supranation d'ailleurs. Les deux doivent se parler. De temps en temps, on doit prendre un petit peu de hauteur sur les sujets. Les territoires ont des raisons et ont des talents formidables. Il faut juste que le dialogue, en fait, fonctionne bien pour que ces expériences soient partagées, qu'elles soient cohérentes, à chacun dans sa strate, à chacun dans sa position, en fait. On a vocation à améliorer l'ensemble. Et Jacques Mézard a cette position équilibrée où on n'oppose pas la ville à la ruralité, où on n'oppose pas le territoire à la nation. Tout ça est question d'équilibre. Il fait ça avec beaucoup de talent, je trouve. Jacques, on parle de l'action des politiques, mais en fait, dans le monde entier, une partie des citoyens, pas tous, mais une bonne partie des citoyens, et de plus en plus, s'organisent, font du participatif, du collectif, imaginent, inventent et sont dans une vision positive de la transformation à mener. Oui, je ne voudrais pas que ces 2 jours ronronnent. Tout va très mal, tout peut aller bien, et l'action des États est très loin d'être à la hauteur des enjeux. Et en effet, comme vous le dites, Audrey, ou comme tu le dis, beaucoup de citoyens considèrent aujourd'hui que, en dehors de l'action qu'ils ont en tant qu'électeurs, leur action consiste aussi à agir eux-mêmes.
soit en inventant des technologies, ce qui va être un élément absolument déterminant des changements, soit en créant des entreprises, soit en créant des ONG, qui sont des entreprises d'une autre nature, soit et aussi surtout en agissant dans leur vie personnelle. Moi, j'aimerais que ceux qui sont là aujourd'hui, ou ceux qui nous regardent, ou qui nous écoutent, en permanence, dans ces 2 jours, une réflexion sur « et moi, je fais quoi ?» Et moi, j'ai fait quoi? Et moi, je fais quoi? Je fais quoi comme électeur? Je fais quoi comme acteur d'une ONG? Je fais quoi dans ma vie personnelle? Je fais quoi dans mon entreprise? Je fais quoi pour interpeller ce qui devrait faire dans mon entreprise ou dans ma collectivité locale? Je regarde autour de moi pour me poser ces questions. Et il ne s'agit pas seulement du climat. Il s'agit de l'intégration, il s'agit de créer les conditions d'une démocratie durable, parce que le positif, c'est écologiquement et socialement durable, pas seulement écologiquement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un très grand danger que l'un aille sans l'autre. Évidemment, on pourrait facilement régler le problème du climat en réduisant de moitié le niveau de vie des habitants de la planète. Bon, évidemment, ce n'est pas la solution qu'on peut espérer. Donc, il faut trouver un modèle qui soit à la fois écologiquement et socialement durable. Et donc, en effet, aujourd'hui, et c'est l'objet de ces réunions, c'est de mettre en avant aussi des initiatives qui ne sont pas simplement des actions confortables de politique de toute nature, mais qui sont l'action des citoyens qui sont là pour exprimer leur impatience et pour traduire leur impatience dans des actions personnelles. J'ai souvent dit, et je répète, n'attendez rien de personne, ni des politiques, ni de votre voisin. N'attendez rien de personne. Ce que vous ne faites pas vous-même, personne ne le fera. Merci Jacques. Vous parliez de ne pas opposer écologie et sociale. Disons, si vous en êtes d'accord, qu'il y a effectivement une transition écologique purement technologique et froide qui peut résoudre le problème en se passant soit de la moitié de l'humanité, soit en considérant qu'elle n'accède pas à un stade de développement et de confort minimum. Puis il y a la transition écologique et solidaire qui invente un monde plus positif. Voilà, exactement, c'est ça l'enjeu. Merci à tous les deux. On va entrer dans le vif du sujet, commencer nos sessions. Merci à Jacques Attali et Luc Lemonnier. Je vous laisse rejoindre la coulisse.